Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Bonjour à toutes et à tous, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans cette édition d'information que nous ouvrons par la politique actualité oblige. Après 6 ans de combat avec les transformateurs, Dr Sitak Yombatina Beni annonce sa démission de cette formation politique sur sa page Facebook il y a quelques jours. Ce matin, il y a quelques minutes, il a fait un point de presse et il est revenu largement sur les raisons qui l'ont poussé à démissionner de son poste de vice-président du parti Les Transformateurs. Pour Dr Sitak Yombatina Beni, il est temps de se consacrer pleinement à ses activités professionnelles. Le voici dans un extrait sélectionné et proposé par Diana Nepitimbaye. Je suis convaincu que la suite dépend en premier lieu du Dieu de la justice, du président de la République, qui est garant de l'unité et garant du corps social, dont tu fais partie. Et je reste convaincu, je sais qu'une solution sera trouvée. Qu'elle soit politique ou n'importe laquelle, elle sera trouvée parce qu'elle dépend aussi des combats et des luttes multiformes qui doivent continuer à s'intensifier. Après 6 années de lutte, de combat pour l'instauration, l'édification, la consolidation d'une société éprise de paix, de justice, d'égalité et de dignité, avec les transformateurs, une première dans un parti politique, après une très longue vie associative et syndicale. Je vous ai parlé tout à l'heure de 1992-2019, ça fait 27 ans. J'ai décidé finalement de me consacrer entièrement et avec les dernières énergies qui me restent à mes activités professionnelles et universitaires. Dr Sitak Yombatina Beni, le désormais vice-président du parti Les Transformateurs à l'instant. Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général de corps d'armée Ali Ahmad Ahabash, a reçu en audience ce mercredi 13 août 2025 les ambassadeurs accrédités au Tchad de la République arabe d'Égypte et Émirats arabes unis. Ces échanges témoignent de la volonté commune de bâtir des partenariats durables au service de la stabilité nationale et régionale. Fulbert Oumana pour le reportage. Entouré de ses plus proches collaborateurs, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ali Ahmad Habash, a salué l'excellence des relations bilatérales et réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à renforcer la coopération dans des domaines stratégiques tels que la sécurité intérieure, la formation spécialisée et le partage d'expertise technique. La première audience a été accordée à son excellence Tarek Mohamed El Saïd Youssef, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte. Les deux parties ont mis en lumière leur volonté d'intensifier les échanges dans le domaine sécuritaire. Forte d'une longue tradition d'accueil d'étudiants tchadiens dans ses institutions académiques, l'Égypte ambitionne désormais d'ouvrir cette coopération à des formations spécialisées en sécurité et gestion des conflits. Les discussions ont également porté sur la création de mécanismes de partage des données techniques sécurisées, sur le lancement des programmes de spécialisation destinés à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure tchadiennes, notamment dans la prévention des tensions communautaires et la gestion des crises. Dans la foulée, le général Ali Ahmad Habash a reçu son excellence Rachid Saïd Al-Samchi, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire des Émirats arabes unis. L'entretien a permis d'avancer sur la finalisation d'un protocole d'accord sécuritaire dont la signature pourrait intervenir prochainement en N'Djamena ou à Abu Dhabi. Le ministre a insisté sur l'importance d'un renforcement ciblé des capacités techniques et opérationnelles, réaffirmant la disponibilité du Tchad à travailler étroitement avec les Émirats dans le cadre d'une coopération pragmatique et efficace. Ces rencontres ouvrent la voie à des partenariats renforcés avec deux acteurs clés du monde arabe. L'objectif affiché est clair: doter le Tchad des moyens humains, techniques et institutionnels à la hauteur des défis sécuritaires actuels, tout en s'inscrivant dans une logique de stabilité durable au bénéfice de l'ensemble de la région. Fulbert Oumana à l'instant, merci pour ce reportage, Fulbert. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, le continent africain offre l'image d'un continent ravagé par des conflits fratricides
que l'on a vite fait qualifier d'ethnique. Qu'il s'agisse de l'Afrique noire ou blanche, la souffrance s'observe depuis des guerres ethnocentriques en passant par la colonisation, la dévaluation du franc CFA, plonge davantage l'Afrique dans un gouffre sans fond. Emmanuel Majidi. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye, Otikwaza, tcha-tcha, Toubakidi, Otableron, tcha-tcha, Baganyeo, Otikwaza, tcha-tcha, Tozumiye. Dans les années 50 et à la fin des années 60, la plupart des pays d'Afrique marchent vers l'indépendance. Tout a commencé par les deux guerres qui ont secoué le monde. Cette situation amène les Occidentaux à se positionner, d'où la conquête de l'Afrique. Alors, c'est la descente aux enfers de l'Afrique qui est mal partie, car la misère rime avec l'existence et la terreur devient le lot quotidien du peuple noir. Avant les indépendances, le continent était dominé par la force des armes et ce, par la complicité et la trahison de ses propres enfants. D'abord, c'était les explorations. Ensuite, ce fut la colonisation. Puis est venue la décolonisation. Maintenant, c'est le néocolonialisme sans présence des gouverneurs, mais par l'omniprésence des bases militaires, avançant comme argument que c'est pour soi-disant sécuriser l'Afrique. Comme si cela ne suffisait pas, la dévaluation du franc CFA vient enfoncer le clou. En réalité, ce qui attire, c'est le sous-sol nègre et non le nègre lui-même. Le nouveau patron s'érige en maître absolu et a le contrôle sur l'économie. C'est lui qui détermine les prix des ressources et du sous-sol africain. Entre-temps, l'Afrique ploie sous le joug de la misère. C'est donc la chronique des années de braise. L'ère des indépendances s'affirme comme le temps de la passation de services où le nouveau promu règne en chef de parti prétendant être défenseur des valeurs démocratiques. Enfin, le soleil de l'indépendance démocratique brille sur le continent africain. Et pourtant, c'est une parodie de démocratie. Alors, le nouveau patron africain se passe pour un maître incontesté de ses compatriotes africains et demeure président à vie. Et si jamais la loi de la nature arrive à le faucher, il concocte un testament démocratique pour placer un de ses rejetons à la mangeoire. René Dumont n'a pas tort lorsqu'il dit que l'Afrique noire est mal partie. De tout ce qui précède, la question que l'on est en droit de se poser est la suivante. À quand la prise de conscience des Africains? Et si le peuple opprimé se levait comme un seul homme pour libérer ce continent du néocolonialisme et son corollaire? Car l'horizon brille l'aurore d'un jour nouveau où l'Afrique criera de toutes ses forces pour dire « à bas la tyrannie » et que vive l'âme noire dans sa dignité. C'est à cela que le continent africain volera de ses propres ailes. Vive l'Afrique. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye, Otikwaza, tcha-tcha, Toubakidi, Otableron, tcha-tcha, Baganyeo, Otikwaza, tcha-tcha, Tozumiye. Tout autre chose à présent, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires en abrégé ce COGDA a récemment publié le résultat d'une enquête portant sur la qualité sanitaire des aliments. Dans la capitale, les aliments comme le pain, la viande grillée et l'huile ne respectent pas du tout les normes d'hygiène établies. Sur 17 boulangeries inspectées, une seule répond aux critères. Milamem Firmine. Vendu à 125 francs dans la plupart des points de vente de la capitale, le pain est un aliment très prisé chez la population tchadienne. En effet, le processus de production et la vente de cet aliment se fait dans des conditions d'hygiène exécrables. La santé et l'hygiène alimentaire sont une priorité pour la population. C'est dans cette optique que le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires, COGDA, a publié le résultat d'une enquête portant sur la qualité sanitaire du pain et d'autres denrées, notamment la viande dans les points de grillage et l'huile végétale appelée andouria. Selon le nutritionniste et technologue alimentaire, plusieurs mesures ne sont pas respectées. Il faut parler de la qualité de la production, donc ce n'est pas seulement au niveau des transformations dans les usines, donc c'est toute une chaîne, juste du côté de la transformation dans les usines, dans les entreprises. Ça, je crois que chaque citoyen connaît quand même ces failles-là qui existent dans les industries ou bien les entreprises de transformation agroalimentaire, surtout en ce qui concerne le respect des normes d'hygiène. Depuis les grossistes jusqu'aux distributeurs, ça arrive chez le boutiquier,
Et sur toute cette chaîne, il y a des voies de contamination qui existent. Ça veut dire que si on vient par exemple pour échantillonner chez le boutiquier du quartier, on va se rendre compte qu'il y a encore plus de germes que l'échantillon qui a été prélevé au niveau des boulangeries. De la production à la vente en passant par les matières premières, le processus de production ne répond à aucune norme sanitaire, mettant ainsi la vie des consommateurs en danger. Le non-respect des règles d'hygiène dans la chaîne de production révèle la présence des microbiologies pathogènes nuisibles à la santé. Les non-satisfactions qui ont été soulignées par ces candidats sont issues des échantillons qui ont été prélevés directement dans les boulangeries. Déjà, si les pains ne sont pas bien conservés, ne sont pas bien stockés, ça veut dire que c'est à l'abri de toute contamination par les micro-organismes, que ce soit les bactéries, que ce soit les moisissures, que ce soit les champignons. Et maintenant, lorsque nous les mangeons, nous sommes exposés à des troubles, comme je l'avais dit tantôt. Il y a des troubles qui se manifestent, parce que les micro-organismes, ils entraînent des perturbations qui peuvent entraîner des vomissements, des diarrhées ou encore des maux de ventre, dont on souffre souvent, mais on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. La sécurité alimentaire de la population est une priorité que nul ne doit négliger. C'est la responsabilité des entreprises agroalimentaires et les vendeurs de respecter les normes en vigueur. Le SECOCDA ne doit pas se limiter aux analyses pour constater les irrégularités, mais devrait prendre des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle afin d'éviter les contaminations. Un reportage signé Milamema Firmin à l'instant. Parlons à présent de la cherté des vies à l'Aï, chef-lieu de la province de la Tandjili. Et là, nous sommes hors de la capitale. Le train des vies a changé considérablement dans cette ville, notamment avec la flambée des prix des denrées de première nécessité et autres produits. Labaramidim est notre correspondant local. Les conditions de vie dans la ville de l'Aï, première du Tchad, selon l'histoire, qui autrefois étaient moins chers deviennent, selon nos constats, de plus en plus chers. Un renversement de tendance qui se fait sentir presque sur tous les articles des denrées alimentaires, importés et même locales. Il suffit de faire un tour dans les artères de la dite ville ou au marché pour s'en rendre compte. D'ailleurs, pour bon nombre de riverains que nous avons interrogés, l'Aï est sans nul doute la ville la plus chère du pays. Le riz coûte plus cher à l'Aï qu'ailleurs. Quelque chose que tu peux prendre ailleurs à 50 francs, ici, si c'est moins cher, c'est 150-200. Ici, c'est la capitale de la province de la Tanzanie. Le carburant augmente. On vient à Béré, à Kilo, qui sont des chefs-lieux de département seulement, un peu moins cher qu'à l'Aï. Un carton de spaghettis à Béré est moins cher qu'ici à l'Aï. Alors que Béré également est enclavé, on n'arrive pas à comprendre. Quand on jette un coup d'œil sur la loi financière 2024-2025, les taxes douanières sont exonérées sur les produits de première nécessité et on constate que ça fait qu'empirer. Pour justifier notre hypothèse sur cette cherté de la vie à l'Aï, nous avons donné la parole à un ancien habitant de la ville pour une comparaison. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, on pouvait, avec 200 francs, trouver à manger en pareille période. 100 francs pour du poisson et 100 francs pour un peu de la farine de manioc. Et on en a pour une famille de 5 personnes, par exemple. On peut, avec 200 francs, trouver à manger. Personne, si vous n'avez pas 2000, 3000, vous ne pouvez pas manger. Le sac paddy de riz, dans les années 60-70, coûtait 600, 700 francs. Le poulet, 300 francs. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 3000, 4000, vous n'avez pas de poulet. De commerçants véreux qui augmentent les prix des denrées de première nécessité comme ils veulent. Profitant de l'occasion, cet ancien habitant de l'Aï demande aux décideurs au niveau local que national à se pencher vraiment sur cette question de cherté de vie. Quand la vie est chère, on ne peut pas construire, on ne peut pas avoir un habitat décent. Voilà, comment on peut se développer? Il faut que les communautés autonomes, avec à leur tête les responsables, qu'ils réfléchissent sur ça. Parce qu'on ne peut pas seulement permettre à une frange de personnes de se développer et d'autres sont en train de croupir
sur la misère. C'est pas normal. Espérons que les choses ne se compliqueront pas davantage avec le désenclavement de la ville enclenché avec le bitumage de la route Djouman-Laye depuis un certain temps. La nouvelle sur ITV, c'est aussi ce qui se passe à l'étranger à Bamako. Ce mardi 12 août 2025, le président de la transition Assimi Goïta, chef de l'État, a procédé au lancement officiel du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, édition 2025. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans la vision de souveraineté alimentaire prônée par la transition, justement. Plus de détails avec Joséphine Nabi. Ancien ministre des Affaires étrangères du Mali et militant historique pour la démocratie, Tchéblé Dramé est décédé le 12 août 2025 à Paris à l'âge de 70 ans. Journaliste de formation, opposant farouche à la dictature de Moussa Traoré, il fut emprisonné à plusieurs reprises avant de devenir l'un des artisans de la transition démocratique malienne en 1991. Il a également joué un rôle clé dans la diplomatie régionale, notamment en tant que médiateur dans les négociations de paix au Darfour et au Mali. Fondateur du Parti pour la Renaissance nationale, il s'est imposé comme une voix indépendante et respectée dans le paysage politique malien. Ministre à plusieurs reprises, notamment sous les présidences d'Alpha Oumar Konaré et Ibrahim Boubacar Keïta, il était reconnu pour son franc-parler, sa rigueur intellectuelle et son engagement sans faille pour les droits humains. Son dernier mandat en tant que chef de la diplomatie malienne s'est achevé en 2020 à la suite du coup d'État militaire. Il fut également médiateur de l'ONU, artisan de l'accord de paix d'Alger en 2015 et fondateur du quotidien Le Républicain, un organe de presse indépendant. La nouvelle de sa disparition a suscité une vague d'émotions au Mali et au-delà. De nombreuses personnalités politiques et diplomatiques ont salué la mémoire d'un homme d'État visionnaire, profondément attaché à la souveraineté de son pays et à la construction d'une Afrique unie. Tchéblé Dramé laisse derrière lui un héritage politique et moral considérable qui continuera d'inspirer les générations futures. Vous l'avez rectifié de vous-même, Madame, Monsieur Joséphine Nabi, nous parle plutôt de la disparition de cette figure majeure de la démocratie malienne. Vous aurez donc plus de détails sur le lancement officiel du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, édition 2025 au Mali, dont la cérémonie a été présidée par le président de transition Assimi Goïta dans notre édition de 19h30. Et c'est tout pour cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Electron TV, la vision du futur.